Bonsoir à tous. Comme nous avons la chance d'avoir une traduction, je ne sais pas si ça marche, je vais donc profiter et puis parler en français. Je parle plus facilement en français qu'en espagnol. Mais vous pouvez leur dire quelques mots en espagnol. Sí, buenas noches. Bienvenidos en la Alianza Francesa. Esta noche estamos honrados por la presencia del doctor Tsevan Todorov. Es un gran placer para nosotros. Donc, je vous rappelle simplement les règles du jeu. Pour ce soir, ça va être un rendez-vous un peu différent. C'est un rendez-vous exceptionnel d'abord, avec la présence de notre invité. Nous allons procéder de la façon suivante. Je vais passer la parole dans un instant à Fernando Carvalho, qui va présenter notre invité. Ensuite, M. Todorov fera sa conférence. Et ensuite, comme nous sommes répartis dans 3 salles, qui sont pleines, toutes les 3, nous proposons qu'il n'y ait pas de questions au micro, mais que ce soit des questions écrites. Donc vous avez reçu des petits bouts de papier. Si vous en avez besoin, on vous en passera. Et vous nous faites remonter les questions. Et notre invité essayera d'y répondre. Voilà. Donc, voilà ce que je vous propose. Donc, ça va pas être, je ne vais pas parler plus longuement. Simplement, je vous demande encore d'applaudir notre invité fortement. et de le remercier vraiment de sa présence ici. Fernando Carvalho, je te passe la parole. Yo quiero comenzar agradeciendo a Svetlana Todorov de haber aceptado esta maratón que está viviendo en el Perú y felicitar a las autoridades de la Embajada de Francia, en primer lugar, que han hecho posible su venida, y de la Alianza Francesa, que ha querido que Svetlana Todorov pueda tener un encuentro directo con el público de esta institución que, hay que recordarlo siempre, existe desde 1890 y que con 17.000 alumnos es una de las alianzas francesas más grandes del mundo. Es por eso el lugar natural para que Svetlana Todorov hable, puesto que siendo uno de los grandes prosistas de la lengua francesa contemporánea, tal como lo ha consagrado este año la Academia Francesa, dándole el premio de la crítica, no tienen el francés como lengua materna. Eso me parece que es un rasgo que hay que subrayar. Han aprendido en el francés y se expresa en esa lengua desde su primer libro publicado en Francia en 1965. Había nacido en Sofía, Bulgaria, su lengua maternal, su lengua materna es en consecuencia el búlgaro, pero llega a Francia en el año 63, espantado como muchos otros ciudadanos reflexivos e intelectuales del régimen totalitario que prevaleció en Bulgaria hasta el año 89. Y él ha contado en varios de sus libros que como la Bulgaria totalitaria estaba basada en una mentira que en algunos otros países se expresa en esa fórmula doble: ustedes fingen que trabajan y yo finjo que les pago el Estado a sus ciudadanos. Buscó un método científico para acercarse a lo que era su interés principal, la literatura, un método que fuera científico, que no tuviera mentira, y se consagra por eso, y esa es su primera actividad y la primera etapa de su obra escrita, a acercarse a la literatura, al discurso en general, sin connotaciones ideológicas, sin sesgos humanistas. Hagamos un método frío y analítico que permita explicar el discurso en general y el texto literario en particular. Texto literario, pasión que se ha mantenido desde ese año 65 en la obra de una persona que es finalmente hijo de 2 bibliotecarios. Toda su obra yo pienso que puede ser comprendida como un homenaje al libro y a lo que uno vive leyendo. Durante esa época
él se hace conocer en Francia por difundir justamente a lingüistas y teóricos de la literatura rusos de la escuela formalista rusa. Su encuentro con Roland Barthes, con Gérard Genette y su participación en la creación de la revista Poétique marcará su figura durante los primeros años de su producción escrita. De esa época data también el año 70 un libro, Literatura Fantástica, que es un clásico de ese género y que ha formado desde entonces a todos los aficionados a ese tipo, ese género de literatura en nuestro país, encarnada en la obra de Harry Belaban, que ha comentado ese libro. Pero al menos, por lo que yo conozco, su viaje a México y su libro del año 82, La conquista de América, en el problema del otro, introduce, no sé si un giro copernicano, pero en todo caso un cambio, es decir, arriesgarse a escribir sabiendo que no hay un método científico para explicar la condición humana y para explicar las experiencias del ser humano tal y como están reflejadas en los libros literarios, pero también en nuestra práctica social. Desde ese libro, Conquista de América, en el problema del otro, la obra de Svetan Todorov se orientará a los grandes problemas planteados por el humanismo clásico, y es por eso que se ha interesado en estudiar grandes autores de la tradición ilustrada, romántica y también liberal. Pienso en su libro sobre Benjamin Constant, La pasión democrática. Finalmente, a mediados de los años 90, aparecen libros reflexivos sobre su propia experiencia. Yo destaco el libro publicado el año 96, en francés, L'homme dépaysé, que ha sido traducido al castellano con el nombre del hombre desplazado. Finalmente, Deberes y delicias, una vida de passeur. No sé cómo se ha traducido al castellano esa bella palabra francesa con la que se define a sí mismo. Passeur es el que sabe pasar algo de alguien a otra persona. Es por antonomasia el que pasa la riqueza de otra lengua, el que pasa una experiencia que no es naturalmente accesible por el que la recibe. Se autodefine en ese libro como passeur. Aparecen luego, a lo largo de los años 2000, libros que están planteados por las circunstancias políticas y sociales que se viven, la pretensión de un nuevo orden mundial que fracasará en parte por las guerras de nuevo tipo que se han producido por una parte en Europa y luego en el Medio Oriente. Yo quiero destacar un libro del año 2007 cuya traducción española se halla en venta afuera, La literatura en peligro. ¿Qué cosa ha sucedido para que este autor, 42 años después de sus primeros libros sobre la literatura, la encuentre en peligro? Yo diría que la tesis principal es la manera como se enseña literatura y la voluntad de someterla a una ciencia impide que nuestra relación con los textos literarios sea lo que él, citando al filósofo Richard Rorty, dice: leer una novela, leer un texto literario, más que un conocimiento, es el encuentro con otro. Es una experiencia de entrar en relación con otra persona. Su último libro, que es el que da motivo a su exposición de hoy, Los enemigos íntimos de la democracia, que sigue a anterior la experiencia totalitaria. Sobre este libro yo ya no hablo nada porque él es el que nos va a decir qué lo llevó y qué cosas sostiene ese libro, razón por la cual dejo la palabra a Svetan Todorov. Gracias.
Merci, Paul, de votre accueil chaleureux. Je m'excuse de parler en français, mais dans une alliance française, ça va sans excuse. Je ne suis pas le seul. Je voudrais évoquer ce thème de la démocratie et ses ennemis, qui est un thème que je ne considère pas, pour moi, comme purement professionnel, mais aussi comme lié à ma vie personnelle. Mon attachement à la démocratie a une origine maintenant lointaine. Je suis né dans un pays, comme Fernando l'a rappelé à l'instant, la Bulgarie, qui, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, est entré dans la sphère d'influence soviétique, à la suite de quoi s'y est établi un régime communiste sévère, dans lequel aucune opposition n'était tolérée, et tous les citoyens étaient constamment surveillés par l'une des nombreuses polices qui agissaient dans le pays, mais aussi les uns par les autres. Ce régime avait pour nom démocratie populaire. Mais j'ai compris très vite que si on ajoutait au mot de démocratie un adjectif, populaire, qui veut dire à peu près la même chose que démocratie, si en somme on employait deux mots pour dire la même chose, c'est que la chose était absente. Ce régime n'était en réalité ni démocratique, ni au service du peuple. Ensuite, les circonstances ont fait que, à l'âge de 24 ans, je suis allé vivre en France, où j'ai trouvé un régime politique qui me semblait bien plus conforme au modèle démocratique. Il a emporté mon adhésion et depuis, je souhaite son maintien. Quand j'ai commencé à travailler dans le domaine des sciences humaines et sociales, j'ai voulu comprendre quelles étaient les grandes caractéristiques de ce régime politique, mais comme je me sentais concerné personnellement, aussi les dangers qui le menaçaient. C'est un peu ce que je voudrais exposer devant vous ce soir. La démocratie est tout d'abord, au sens étymologique, un régime où le pouvoir, comme on dit, appartient au peuple. Autrement dit, la population tout entière choisit ses représentants qui, de manière souveraine, établissent les lois et gouvernent le pays pendant une durée de temps décidée à l'avance. Le peuple en question ne correspond pas, dans une démocratie, à une substance naturelle. Il est différent non seulement quantitativement, mais qualitativement, de la famille, du clan, de la tribu, où ce qui prime est le lien de parenté, comme aussi de toute entité collective définie par la présence d'un trait tel que la race, la religion ou la langue d'origine. Ceux qui font partie du peuple démocratique sont appelés les citoyens.
ce qui veut dire tous ceux qui sont nés sur le même sol, auxquels s'ajoutent ceux qui ont été acceptés par les premiers. Au sein d'une démocratie, en théorie, en tous les cas, tous les citoyens sont égaux de droit, tous les habitants égaux en dignité. Les démocraties modernes sont dites libérales lorsqu'à ce premier principe fondamental s'adjoint un second, celui de la liberté des individus. Le peuple reste souverain. Tout autre choix reviendrait à le soumettre à une force qui lui est étrangère. Mais son pouvoir doit être limité. Il s'arrête aux frontières de l'individu qui reste maître chez lui. Une partie de l'existence individuelle relève de la puissance publique, mais une autre demeure indépendante. L'épanouissement personnel que chacun choisit à sa façon est devenu un but légitime de l'existence de toute personne. On ne peut donc pas réglementer la vie en société au nom d'un principe unique. Le bien-être de la collectivité ne coïncide pas simplement avec celui de l'individu. Ce personnage, l'individu comme nous l'appelons, est un nouveau venu en théorie politique par rapport à la démocratie de l'Antiquité. L'individu a des droits non seulement en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'être humain. En somme, non moins que la collectivité, l'individu aspire à l'autonomie. Et pour la préserver, il doit le protéger non seulement des pouvoirs auxquels traditionnellement il ne peut participer, il était exclu par exemple du droit divin des rois de la monarchie à l'ancienne, mais aussi du pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple s'étend jusqu'à une certaine limite, il correspond au bien commun, mais pas au-delà. Relève de la sphère individuelle la liberté de conscience, c'est-à-dire le choix de sa foi, la liberté politique qui s'exprime par l'adhésion de tel ou tel parti, le choix des coutumes qu'il va pratiquer pourvu qu'elles n'entrent pas en conflit avec les lois. On a affaire ici, donc, à une pluralité sociale, une diversité intérieure de la société. La démocratie ne postule pas que les valeurs dont elle se réclame sont absolues. Même si elle cherche à leur donner une justification qu'elle trouve dans les caractéristiques de l'espèce humaine ou dans des raisonnements abstraits, elle les sait néanmoins relatives à un lieu et à un moment de l'histoire. D'ailleurs, la preuve, c'est que les lois changent selon les pays ou selon les époques. Ce ne sont donc pas les mêmes valeurs tout au long de l'histoire. De plus, la totalité des citoyens n'est jamais d'accord sur tout. Des opinions divergentes se confrontent. En démocratie, c'est la majorité qui gouverne, mais on ne persécute pas les membres de la minorité. Les dirigeants étant élus, et non pas là parce qu'ils sont les fils de ceux qui détiennent le pouvoir, ou les filles, mais ça c'est exceptionnel.
savent qu'ils n'occupent leur poste que provisoirement. Pour prévenir les abus, les démocraties limitent d'avance le nombre de mandats. Le fanatisme n'a pas sa place en démocratie. Non parce qu'il est archaïque, il ne l'est pas. De nos jours, il y a autant de fanatiques que dans le passé. Mais parce que le fanatisme n'admet pas la pluralité des opinions et qu'il pratique l'intolérance. Cette exclusion n'empêche pas les individus d'avoir de fortes convictions. Elle leur interdit simplement de les imposer par la force ou de maltraiter ceux qui pensent différemment. Donc, la démocratie réglemente non le contenu des opinions, mais la forme des échanges publics. Elle tolère et même favorise la critique, pourvu que la critique ne s'accompagne pas de violence. Les démocraties se réclament aussi d'une certaine conception de l'action politique. Elles tentent là encore d'éviter deux extrêmes. D'une part, à la différence des théocraties ou des pays totalitaires, elles ne promettent pas à leur population le salut, ni ne lui imposent la voie qu'il doit suivre en tout. La construction du paradis sur terre ne fait pas partie de leur programme. L'imperfection de tout ordre social est considérée comme une donnée préalable. Mais d'autre part, les démocraties ne se confondent pas non plus avec les régimes traditionnalistes ou conservateurs, où l'on pense qu'aucune règle imposée par la tradition ne doit jamais être remise en question. Elle récuse les attitudes fatalistes de résignation. Cette position intermédiaire se prête à des interprétations diverses, mais on peut dire que toute démocratie implique l'idée d'une perfectibilité, comme disait Rousseau au XVIIIe siècle, c'est-à-dire d'une amélioration possible de l'ordre social, à obtenir par les efforts de la volonté collective. Le mot de progrès est tenu aujourd'hui en suspicion, mais l'idée qu'il recouvre est inhérente au projet démocratique lui-même. Cet idéal n'est donc pas réalisable intégralement. Il ne peut pas s'arrêter, mais il constitue l'horizon de l'action publique. Aujourd'hui, il comporte des éléments comme la réduction des inégalités, la justice sociale, l'épanouissement de la personne humaine. Voilà, j'arrête ici cette esquisse très rapide et pour certains d'entre vous bien familière, je suis sûr, du modèle démocratique général. Pour m'interroger maintenant, comme promis, sur la nature des forces qui par le passé s'y sont opposées. À vrai dire, en décrivant les caractéristiques de la démocratie, je les ai déjà un peu signalées. On y trouve ici tout d'abord les régimes qui ont précédé et accompagné les premières démocraties, des régimes qu'on pourrait appeler traditionnels, non parce qu'ils sont anciens, mais parce qu'ils accordent un rôle privilégié à la tradition. La tradition peut concerner aussi bien le pouvoir spirituel que le pouvoir temporel. Le pouvoir spirituel, dans les pays traditionnalistes, tire son origine d'une doctrine religieuse, considérée comme se référant à des vérités et des valeurs absolues,
échappant donc à tout débat. Le pouvoir temporel appartient habituellement à la monarchie, au sein de laquelle on se transmet ce pouvoir des parents aux enfants. Le peuple n'a rien à dire là-dessus. Par l'ensemble de leurs caractéristiques, donc, les régimes traditionnels se distinguent de la démocratie. D'ailleurs, ils ont cherché à empêcher son avènement. Mais maintenir la tradition n'est pas le seul moyen de s'opposer à la démocratie. D'autres régimes le font également, alors qu'ils appartiennent à la modernité et qu'ils peuvent se dispenser de toute référence religieuse. Il faut citer ici en premier les régimes autoritaires où un groupe politique s'empare du pouvoir, habituellement par un coup d'État ou une révolution, et s'y maintient par la contrainte exercée par toutes sortes de polices et, si nécessaire, par l'armée. En principe, on y maintient les élections, mais les élections y sont vidées de leur contenu, puisque les candidats rivaux sont écartés, menacés, marginalisés. Du coup, les candidats du pouvoir sont assurés d'être élus avec la totalité ou presque des voix. La liberté individuelle est maintenue dans certains secteurs, par exemple dans l'économie, mais elle est supprimée dans d'autres. On n'admet pas l'expression d'opinions politiques divergentes. Les partisans de ces régimes s'attaquent à la démocratie par les armes, comme cela s'est produit en Amérique latine pendant les décennies précédentes, lorsque des forces militaires avaient renversé des gouvernements légalement élus. En Europe, au XXe siècle, on a observé également des attaques conduisant à l'établissement de régimes autoritaires, mais le grand événement de cette époque est le surgissement des régimes qu'on a appelés totalitaires, qui ont pratiqué l'annexion des pays voisins, comme dans le cas de la Russie soviétique, ou qui se sont lancés dans une conquête tous azimuts, comme l'Allemagne nazie, à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale. Ces deux régimes ont conduit tout au long de leur existence une lutte contre les démocraties. Et leur idéologie était très présente, y compris au sein des démocraties. Il y avait des partis fascistes importants ou des partis communistes importants, aussi bien en France que dans d'autres pays occidentaux. Le totalitarisme, dans le contexte dans lequel je l'évoque maintenant, combine certains traits des régimes traditionnels et des régimes autoritaires. Comme les régimes autoritaires, il utilise la force policière, militaire, la surveillance de la société, les camps où sont enfermés les suspects ou les déviants. Mais comme les régimes traditionnels, ils se réclament d'une religion, une religion politique maintenant, c'est-à-dire d'une doctrine considérée comme vraie et juste dans l'absolu, ce qui lui permet d'englober et de contrôler tous les aspects de la société, vie publique comme vie privée, vie sociale comme vie économique. Le Pérou, me semble-t-il, a connu une tentative d'instauration d'un tel régime, le Sentier lumineux, qui a été, par certains côtés, proche des doctrines maoïstes ou
celle des Khmers rouges, qui étaient des régimes totalitaires du XXe siècle. Depuis mon départ de la Bulgarie, se sont écoulées 50 années. À vivre pendant un demi-siècle dans une démocratie, je ne peux plus me contenter de dire que la vie en démocratie est préférable à celle de la vie sous le totalitarisme. Je suis devenu sensible à certaines faiblesses de la vie démocratique qui ne proviennent pas de ses ennemis extérieurs comme ceux que je viens de décrire. Je dois d'autant plus j'ai dû d'autant plus modifier ma perception de la vie en démocratie que depuis quelques décennies, on assiste à un développement nouveau. On peut y relever deux tendances qui sont probablement liées entre elles, mais qui ne coïncident pas du tout entre elles. La première est celle d'un renforcement de l'attrait exercé par la démocratie. S'inscrivent dans ce cadre la chute des dictatures militaires en Amérique du Sud, remplacées aujourd'hui par des gouvernements légalement instaurés, ou encore la démocratisation de plusieurs pays en Asie du Sud-Est, par exemple en Indonésie, où l'on a assisté à l'élimination du régime autoritaire de Suharto, ou même en Chine, qui a évolué d'un régime totalitaire à un régime autoritaire où était laissée hors contrôle idéologique l'activité économique. Les printemps arabes de ces dernières années ont à leur tour défendu ou se sont réclamés de certains principes démocratiques contre des pratiques autoritaires et se laissent rattacher par là au même mouvement. La seconde tendance, moins encourageante, consiste en l'apparition ou le renforcement de ce que j'appelle les ennemis intimes de la démocratie. Ennemis qui se présentent, à la différence des premiers, comme un accomplissement supérieur de l'esprit démocratique, parce qu'ils en proviennent. Or, pour ma part, je les vois plutôt comme ces détournements, comme un renforcement démesuré, hypertrophié d'un de ces éléments. Cette seconde tendance est apparue, ou elle a été amplifiée, par un événement réjouissant qui se produit vers la fin du siècle, à savoir la chute du mur de Berlin, l'effondrement des régimes communistes d'Europe de l'Est, la fin de l'épisode totalitaire, et l'année, l'envers paradoxal. Et je voudrais vous présenter maintenant ces nouveaux ennemis un peu plus en détail. Une première forme de démesure que je désigne par le terme de messianisme consiste à vouloir imposer le régime démocratique et les droits humains par la force, à les imposer au peuple qui n'en dispose pas. Dans ce cas, les partisans de la démocratie ne se contentent pas
d'aspirer à ce qu'il juge être le progrès, de le défendre chez soi et de l'encourager chez les autres, mais pousse à exporter cet idéal dans le monde à l'aide des forces armées de leur pays. Cette action aboutit à ce qu'on appelle de nos jours les guerres humanitaires ou la défense militaire des droits humains. Il s'agit donc d'une promotion de la démocratie, mais ce mouvement finit par engendrer son rejet tout en devenant une menace interne pour les pays démocratiques eux-mêmes. La première importante manifestation de cette stratégie a été la guerre d'Irak, conduite de 2003 à 2011 par une coalition englobant les États-Unis et plusieurs pays européens. Quelques mois avant l'invasion, une présentation de la doctrine sous-jacente était publiée par la Maison-Blanche, alors sous la présidence de George Bush, sous le titre « La stratégie de sécurité nationale des États-Unis d'Amérique ». On y trouvait d'abord quelques valeurs présentées comme universelles, à savoir la liberté, la démocratie et la libre entreprise. Le gouvernement états-unien se déclarait chargé d'une mission: imposer ces valeurs sur la surface du globe, si nécessaire par la force. En emportant la victoire, il transformerait pour le mieux le destin des hommes. Je cite: « Aujourd'hui, l'humanité tient entre ses mains l'occasion d'assurer le triomphe de la liberté sur ses ennemis. Les États-Unis sont fiers de la responsabilité qui leur incombe de conduire cette importante mission. » Fin de citation. Mais les conclusions que tirait de ces principes le document étaient également claires. Et je cite encore: « Nous agirons activement pour apporter l'espoir de la démocratie, du développement, du libre marché et du libre commerce à chaque coin du monde. » Le but élevé justifiait donc le recours à n'importe quel moyen, et notamment à la guerre. Tout en visant de nobles idéaux, démocratie, droits humains, ce programme a quelque chose d'effrayant. Il renoue avec les formes antérieures du messianisme politique, projets coloniaux et promesses communistes, qui faisaient miroiter l'arrivée de la liberté et de l'égalité, de la fraternité et de la dignité, tout en s'engageant en même temps dans des actions militaires. Il rappelle même des tentatives plus anciennes de conquête au nom du bien, qui invoquaient une justification religieuse, telles les croisades du Moyen Âge, terme qui a du reste été réutilisé à cette occasion. À chaque fois, les protagonistes de ces actes pouvaient être sincèrement convaincus de la supériorité de leur cause, ils n'apportaient pas moins au reste du monde le sang et les larmes. Pourquoi le projet d'imposer le bien est-il dangereux? À supposer qu'on connaisse la nature du bien, il faudrait déclarer, pour un temps indéterminé, la guerre à tous ceux qui ne partagent pas le même idéal. Or, ces derniers risquent d'être fort nombreux. Trop de victimes seraient nécessaires pour atteindre l'avenir radieux. Mais la nature de cet idéal pose également problème.
Suffit-il de dire liberté pour nous mettre tous d'accord? Ne savons-nous pas que les tyrans du passé se réclamaient eux aussi de la liberté? Sommes-nous vraiment pour toute liberté, inconditionnellement, y compris, comme on dit, celle du renard dans le poulailler? Et que vient faire la libre entreprise parmi les valeurs universelles? Faut-il faire la guerre à tous les pays où l'État intervient dans l'économie? Quant à la démocratie et à l'égale dignité de tous les membres du genre humain qu'elle implique, la pratiquons-nous encore quand nous empêchons les autres peuples de choisir par eux-mêmes leur destin? Au cours de l'épisode suivant, la guerre d'Afghanistan, conduite toujours par une coalition de pays occidentaux, c'est au nouveau président des États-Unis, Barack Obama, qu'est revenue la tâche de formuler la doctrine justifiant cette intervention. Les États-Unis, a-t-il déclaré, ont l'obligation de porter un fardeau, c'est garantir la sécurité mondiale, servir donc de gendarme à l'humanité et contribuer à la promotion de la liberté partout dans le monde. On retrouve la même formulation à l'occasion de la troisième entreprise de ce genre, l'intervention en Libye en 2011, où la France et la Grande-Bretagne ont joué le premier rôle. Dans son discours du 28 mars 2011, Obama fournissait une légitimation globale à cette nouvelle intervention, assez semblable à celle qu'il avait donnée auparavant à la guerre d'Afghanistan. Bien conscient de ce que la sécurité des États-Unis n'y soit pas en cause, il ne s'agit donc pas d'une guerre d'autodéfense, il invoquait le rôle exceptionnel qui incombe à son pays dans le maintien de l'ordre international. Les États-Unis, disait-il, sont le garant de la sécurité globale et le défenseur de la liberté humaine. Ils ont donc une responsabilité de dirigeants par rapport au reste du monde. Ils doivent intervenir chaque fois que se produit dans un coin du globe un désastre naturel, mais aussi, et je cite encore, pour prévenir les génocides, assurer la sécurité régionale et maintenir la liberté de commerce. L'origine de cette mission est cette fois précisée, elle n'est ni divine, ni le résultat d'un consensus, elle n'est pas donnée par les Nations Unies, mais découle simplement du statut de ce pays, comme dit Obama, comme la nation la plus puissante du monde. Voici comment la force devient la source du droit. L'occupation de ces contrées lointaines, liée à une plus générale guerre contre la terreur, a eu des conséquences néfastes pour les États mêmes qui l'ont menée, et non seulement pour ceux où cette guerre a été menée. La plus voyante parmi ces conséquences néfastes a été la progressive légalisation de la torture. On le sait, la torture marque de manière indélébile le corps des torturés, mais elle corrompt aussi l'esprit des tortionnaires. De proche en proche, la société tout entière se trouve atteinte par ce cancer insidieux, cette atteinte au pacte fondamental qui relie entre eux les citoyens de chaque pays démocratique. Pacte selon lequel l'État est le garant de la justice et du respect pour tout être humain. Un État qui légalise
la torture n'est plus une démocratie. Dans le conflit avec le totalitarisme, la démocratie affrontait des forces qui empêchaient la liberté de chacun. Il s'agissait alors de combattre une hypertrophie du collectif au détriment de l'individu. Ce collectif lui-même étant, il est vrai, soumis à un petit groupe de dirigeants tyranniques. Mais aujourd'hui, dans le monde occidental, une seconde menace, moins évidente, pèse sur la démocratie, qui ne provient pas d'une expansion démesurée de la collectivité, mais réside au contraire dans un renforcement sans précédent de certains individus qui du coup mettent en danger le bien-être de la société dans son ensemble. Cette mutation a trouvé une légitimation dans l'idéologie ultralibérale. Dans les pays totalitaires, l'autonomie de l'action économique était mise en question par le pouvoir politique, qui privilégiait ses propres choix. En Bulgarie, par exemple, on disait il faut qu'il y ait de l'industrie lourde, donc le charbon et l'acier, parce que c'était écrit dans un livre du 19e siècle que tout pays qui voulait construire le socialisme devait partir du charbon et de l'acier. Le résultat était la catastrophe économique et la pénurie dans les magasins. Les magasins étaient vides. En tout cas, vides d'articles à vendre. Il y avait des gens qui entraient, mais qui sortaient les mains vides aussi. Mais dans l'ultralibéralisme, dans la doctrine ultralibérale, c'est l'autonomie du politique qui se trouve ébranlée sous des pressions venues de plusieurs côtés. De nos jours, la globalisation, autre caractéristique de cette nouvelle période, fait que les acteurs de la vie économique échappent au contrôle des gouvernements locaux. À la première entrave, l'entreprise multinationale déplace ses usines dans un pays plus accueillant. Or, devenue globale, l'économie ne relève plus de l'action politique des États. Bien au contraire, ce sont les États qui, pour s'attirer ses grâces, se mettent à son service. Ces mêmes États sont de plus soumis aux agences privées de notation qui orientent leurs choix tout en échappant elles-mêmes à tout contrôle venu du peuple. Du coup, ces États n'ont plus d'une démocratie que le nom, car ce n'est plus le peuple qui détient le pouvoir, mais les individus qui dirigent ces entreprises. Les États peuvent, à la rigueur, défendre leurs frontières, mais l'argent ne s'arrête plus aux frontières. Il passe d'un ordinateur à l'autre, et pour cela, les frontières n'existent pas. Grâce au marché unifié, un individu ou un groupe d'individus qui ne bénéficient pourtant d'aucune légitimité politique sont capables, par un simple clic sur leur ordinateur, computer, sont capables de transférer leurs capitaux ailleurs ou de les garder sur place, et par là de plonger ou non le pays dans le chômage, la récession ou l'inflation. Ils peuvent provoquer des troubles sociaux ou aider à les écarter. Ils sont donc des personnes pourvues
d'une immense puissance, mais qui n'ont de compte à rendre à quiconque. À l'intérieur de chaque pays, l'idéologie ultralibérale ne laisse pas davantage de place à l'action politique. La devise de ses partisans est « hors du marché, point de salut ». Tournant le dos au libéralisme classique, pour lequel les équilibres entre pouvoirs allaient de soi, il traque, il pourchasse la moindre intervention de l'État, car elle risquerait de fausser la libre concurrence. La logique même de la consommation, toujours plus, n'est jamais mise en question. La consommation est devenue la liberté de consommer, comme on dit, est devenue le nouveau sacré de notre monde où la religion recule. Selon la nouvelle Vulgate, l'État ne doit intervenir que pour mettre de l'huile dans les rouages d'une horloge naturelle, c'est-à-dire le marché, aplanir les conflits sociaux et maintenir l'ordre public. Son rôle serait non de limiter, mais de faciliter l'ascension des forces économiques. En un sens, ce changement est plus fondamental encore que celui imposé par la Révolution française. Cette dernière se contentait de remplacer la souveraineté du monarque par la souveraineté du peuple, un type de pouvoir politique par un autre. L'ultralibéralisme, lui, met la souveraineté du pouvoir économique, incarné dans la volonté des individus, au-dessus de la souveraineté politique, quelle qu'en soit la nature. Les bases mêmes de la démocratie s'en trouvent ébranlées. La démocratie, je l'ai dit, s'oppose au régime politique où toute vie sociale est soumise à une tutelle idéologique, religieuse comme dans les démocraties, politique comme dans le totalitarisme. Mais nous semblons ne voir aucun inconvénient dans une situation où le principe du marché illimité, qui n'est après tout qu'une doctrine parmi d'autres, impose son règne exclusif. On assiste là à une dérive qui prétend trouver l'essence de la démocratie dans la seule idée de liberté. Or, de toute évidence, se soustraire à la soumission à une règle ne suffit pas pour organiser un ordre social. Dans les régimes totalitaires et autoritaires, la population manque de libertés individuelles. Lorsque ces régimes tombent, elle les réclame avec ferveur et c'est bien naturel. Mais le contraire de la tyrannie n'est pas la liberté. Si la liberté était complète, si toute réglementation sociale était abolie, elle conduirait à l'anarchie. On aurait alors remplacé la tyrannie de l'un par celle de tous. Chacun serait tenté d'exercer sa domination sur les autres et l'on se retrouverait soumis à la volonté du plus fort. Le contraire de la tyrannie est le règne de la loi. Comme le disait un prédicateur catholique français du milieu du XIXe siècle, bien oublié aujourd'hui, il s'appelait Lacordaire. Je vais vous lire une phrase de Lacordaire. « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. » La liberté de la presse, à son tour, est indispensable en tant que contre-pouvoir.
mais dans la mesure où elle-même devient un pouvoir, la presse doit s'imposer aussi à elle-même des restrictions. De nos jours, ce sont les extrémistes porteurs de haine qui réclament pour leurs propos un droit à la liberté d'expression illimitée, feignant d'ignorer que la liberté conduit au pouvoir et qu'en démocratie, tout pouvoir doit être limité. Le peuple est souverain, tel est le premier principe de la démocratie. Pourtant, comme le progrès, comme la liberté, il peut devenir source de menace pour elle. Une troisième menace, donc. On parle dans ce cas de populisme. De quoi s'agit-il? Le contenu idéologique du populisme se fixe autour de quelques questions constantes. Avant tout, le populiste refuse de s'éloigner de ici et maintenant, comme des individus qu'il a en face de lui. Il fuit les abstractions, les distances, la durée. Il privilégie l'immédiat. Alors que le démocrate idéal essaie de trouver son inspiration dans ce qu'on appelle la volonté générale, c'est-à-dire ce qui conviendrait idéalement le mieux au peuple tout entier, le populiste, lui, s'adresse à la foule avec laquelle il se trouve en contact, celle d'un meeting sur la place publique, celle que constituent les auditeurs d'une émission de télévision ou de radio. Il arrive aux démocrates de se trouver amenés à défendre des valeurs impopulaires, à prôner des sacrifices, car il se soucie aussi des générations à venir. Le populiste, lui, joue sur l'émotion du moment, forcément éphémère. Une manifestation commune du populisme dans les sociétés européennes, car je sais que le populisme existe aussi beaucoup en Amérique latine, mais je ne le connais pas bien, je n'en parle pas. Mais dans les sociétés européennes, il concerne les questions d'identité. Dans leur immense majorité, les êtres humains ont besoin d'une identité collective, besoin de se sentir faire partie d'un groupe reconnaissable. Quelques individus parviennent à s'affranchir de ce besoin, mais un peuple ne peut pas se payer ce luxe. Le sentiment d'appartenance confirme chacun de nous dans son existence même. Tant que le groupe reste plus ou moins stable, l'individu peut ne pas s'en apercevoir et croire qu'il est facile de s'en passer. Il suffit pourtant que le groupe commence à changer rapidement, à plus forte raison à perdre certains de ses privilèges antérieurs, pour que ses membres se sentent en danger et cherchent à se protéger, notamment en se retranchant des autres et en les mettant à l'écart. Ainsi, aujourd'hui, les autochtones européens ont le sentiment que leur identité traditionnelle est ébranlée. Mais pourquoi et par quoi l'est-elle? La réponse qu'ils aiment se donner, c'est parce qu'il y a beaucoup trop d'étrangers. On peut douter qu'il s'agisse d'une explication suffisante et se demander si elle ne se trouve pas plutôt dans deux processus de grande ampleur que sont la montée irrésistible de l'individualisme, d'une part, l'accélération de la globalisation de l'autre. D'un côté donc une dissolution des identités collectives par une subdivision à l'infini, les normes communes cédant la place au choix personnel, et d'autre part par l'inclusion des identités traditionnelles
dans des regroupements plus vastes tels que l'Union européenne ou encore la mondialisation même dont je viens de parler. Évolution qui s'est accélérée depuis précisément ces dernières décennies. Mais individualisme, globalisation, ce sont des abstractions, on ne les voit pas, on ne peut pas les toucher du doigt, alors que les étrangers sont là, parmi nous, faciles à identifier. Ils ont souvent la peau basanée, leurs coutumes sont bizarres, et la tentation est grande pour les Européens de voir en eux la cause de tout ce qui a changé autour d'eux, alors qu'ils n'en sont que le symptôme. Les grandes religions du passé et du présent recommandent à l'individu de pratiquer l'hospitalité, d'aider les affamés et les assoiffés, d'aimer le prochain qui, comme vous le savez, je pense, n'est pas le proche, mais l'inconnu, le lointain. Une telle recommandation ne peut être adressée aux États. Il ne reste pas moins que leurs dirigeants devraient s'abstenir de flatter les passions politiques primitives comme la xénophobie. Dans le monde d'aujourd'hui, où les rencontres avec les étrangers risquent de se multiplier, il nous revient à tirer le meilleur parti de ces rencontres, chez eux comme chez nous, par la coopération comme par l'intégration. Les forces de notre intérêt et de notre conscience nous poussent dans la même direction. Je dirais pour conclure que, après avoir résisté aux ennemis qui lui étaient ouvertement hostiles et qui la menaçaient du dehors, la démocratie doit faire face aujourd'hui à ces dangers qui viennent d'un détournement de ses propres traditions, plus exactement d'une rupture des équilibres entre plusieurs principes que je viens de décrire, d'une forme de démesure qui frappe l'un d'entre eux. Ainsi, la relation qui s'établit entre les deux formes d'autonomie, souveraineté du peuple, liberté de la personne, est-elle celle d'une limitation mutuelle? L'individu ne doit pas imposer sa volonté à la communauté ne doit pas interférer dans les affaires privées de ses citoyens. Mais l'ultralibéralisme rompt cet équilibre. Il accorde une place démesurée à cette liberté économique, en l'occurrence des individus, et réduit à néant l'exercice de la volonté commune. En démocratie, cette volonté se heurte aussi à une limite d'un autre ordre. Pour éviter qu'elle ne subisse les effets d'une émotion passagère ou d'une manipulation habile, elle ne doit pas transgresser les grands principes définis après mûre réflexion, inscrits dans la constitution du pays ou simplement hérités de la sagesse des peuples. Le populisme transgresse cet ordre en remplaçant le pouvoir du peuple par la passion des foules. L'aspiration à un idéal, ce que nous appelons le progrès, doit être limitée par la reconnaissance de la pluralité sociale à l'intérieur du pays et à la pluralité des nations entre pays. En nous laissant nous enivrer par le sentiment de notre supériorité morale et politique, le messianisme nous conduit à ignorer cette limitation. Ces adversaires intérieurs ont une apparence moins effrayante que les ennemis qui attaquaient la démocratie du dehors. Ils ne projettent pas d'instaurer la dictature du prolétariat. Ils ne préparent pas de coups d'État militaires. Ils ne commettent pas des attentats suicides au nom d'un Dieu impitoyable. Ils portent les habits de la démocratie et pour cette raison peuvent passer inaperçus. Ils ne représentent pas moins un véritable danger.
si rien ne les arrête, ils finiront par vider ce régime politique de sa substance. Aujourd'hui, il constitue, me semble-t-il, une plus grande menace pour la démocratie que les ennemis anciens. Les pays démocratiques occidentaux en sont les premières cibles, mais les États qui viennent de s'engager dans cette voie ne sont pas moins vulnérables et ils devraient déjà y prendre garde. Ces ennemis sont puissants, mais ils ne sont pas invincibles. La conquête de la démocratie n'est jamais terminée et pour mettre toutes les chances de son côté, il faut essayer de bien connaître ses ennemis, anciens et modernes, intérieurs ou extérieurs. Merci. Merci beaucoup Tsevan Todorov pour ce très bel exposé. Donc vous avez des petits papiers dans cette salle, mais dans les deux autres salles où on retransmet cette conférence. Donc si vous avez la gentillesse de nous faire passer ces petits papiers. Oh, oui, ça marche. Oui, ça marche. Il y a deux questions que je peux lire, mais je ne suis pas sûr de pouvoir répondre. Fernando va vous lire la première question. La falta de democracia al interior de los partidos políticos peruanos no es una gran debilidad para la democracia peruana? Alors, évidemment, je suis incapable de répondre à cette question parce que j'ignore tous des partis politiques du Pérou. J'en suis désolé, mais je ne peux pas répondre à des questions sur la vie interne du Pérou. Mais il y a une seconde question que tu dois lire maintenant. Elle est plus longue, mais ¿Existe alguna nación con una población democrática real? ¿O es la democracia una ilusión social para que la sociedad viva su tontería, mientras que la dictadura del poder económico domina? La teoeconomía es la democracia actual. Alors, pour moi, existe-t-il une démocratie réelle? Je dirais qu'il existe de nombreuses démocraties réelles, mais que la démocratie, dans son principe même, est un régime imparfait. Il n'existe pas de démocratie idéale, mais réelle, oui. Mais cela veut dire avec beaucoup de défaillances. Mais c'est ainsi que les démocraties existent, c'est ainsi qu'elles avancent. Et notre réunion ici même, ce soir, en est une illustration, même si le pays ne va pas changer, je pense, à la suite de notre réunion. Mais nous pouvons critiquer librement les défauts de la démocratie. Nous pourrions même fonder ce soir un parti politique qui essaye de prendre le pouvoir et dire voilà, il faut agir ainsi. Bon, on ne va pas le faire, je vous promets. Mais en tous les cas, la démocratie est un régime imparfait, critiquable et critiqué, et qui vit de son débat interne permanent. Mais je m'oppose à l'idée que la démocratie est une pure illusion et que nous vivons sous une dictature impitoyable, parce qu'ainsi peut parler seulement une personne qui n'a jamais vu ce qu'est une dictature. Je ne peux pas vous faire des récits trop longs, mais je vous assure que vivre sous une dictature totalitaire ou même pas totalitaire, c'est tout autre chose que de vivre
aujourd'hui en France, en Espagne ou même au Pérou, je crois, hein, si vous êtes d'accord. Si. Il y a une question qui vient de quelqu'un qui est dans une autre salle, donc comme ça permet d'associer les autres personnes. Alors la question est formulée de la manière suivante. Vous considérez que les migrations incontrôlées en Europe puissent devenir un ennemi de la démocratie si les émigrants ne partagent pas les valeurs démocratiques des pays récepteurs? Oui, c'est une question en français. Voilà. Pour une fois, je suis privilégié. D'abord, l'émigration en Europe n'est absolument pas incontrôlée. Je pense que même si vous êtes péruvien et que vous essayez d'entrer en Europe et d'y rester, vous rencontrerez quelques difficultés. Je connais quelques cas personnels de gens qui ont vraiment eu beaucoup de difficultés de ce point de vue. L'entrée en Europe est très strictement contrôlée. Les contrôles dans les rues, dans les gares, dans les métros sont fréquents et il n'est pas facile d'être un immigré en Europe. Mais la question porte sur un autre aspect, c'est au cas où les immigrés ne partagent pas les valeurs démocratiques, à supposer donc qu'il y ait des démocraties là, est-ce que ce n'est pas un danger? Eh bien, je dirais que à l'intérieur d'un pays, il n'y a qu'une seule loi. La loi est la même pour tous. Donc, s'il y a des immigrés, ces immigrés doivent se soumettre aux lois du pays. Et dans la grande majorité des cas, c'est exactement ce qui se passe. Les pays européens n'ont pas eu besoin d'immigrer pour qu'il y ait des crimes en Europe. La mafia n'est pas une invention maghrébine, par exemple, ou je ne sais pas, africaine. Cela s'est fondé en Europe même. Donc, il est tout à fait légitime pour chaque pays de réclamer de toutes les personnes qui habitent sur son sol de se conformer aux lois de ce pays. Légitime et nécessaire. Nous formons une communauté, il y a une certaine solidarité entre les habitants de ce pays, tous en bénéficient. La contrepartie est que tous se soumettent aux mêmes règles. Ce principe ne souffre aucune exception. Donc, s'il se trouve que certaines coutumes sont contraires aux lois du pays, eh bien, ces coutumes doivent être suspendues. On peut expliquer aux personnes en question pourquoi, mais ces personnes ne peuvent pas échapper aux coutumes. Je donne dans ces cas comme exemple ce qu'on appelle les crimes d'honneur. Je ne sais pas si dans les pays d'Amérique latine on rencontre ce type de crime lorsque une jeune fille a fréquenté un garçon d'une autre religion ou tout simplement un garçon avec qui elle n'est pas mariée encore, et ses frères ou son père ou ses oncles décident qu'elle a sali l'honneur de la famille et donc la punissent en la défigurant ou en la tuant. Mais c'est un crime de droit commun qui ne mérite aucune circonstance atténuante, comme on dit, et ce n'est pas parce que cela serait une coutume quelque part que nous allons la tolérer une fois qu'on est au sein de la démocratie. Donc je pense que cette question
reçoit une réponse assez catégorique et au fond, il n'y a pas de problème ici. Y la pregunta es cómo se puede autorregular la democracia. Mais cette réponse, cette question, c'est la définition même de la démocratie. La démocratie est un régime autorégulé puisque c'est le peuple même qui élit ses dirigeants. Ce qui n'est pas un régime autorégulé est une dictature parce que là, le peuple n'élit pas, donc ne peut rien faire. C'est un régime de tradition parce que c'est la tradition religieuse qui nous dit comment faire les choses. Lorsque c'est l'Assemblée nationale qui décide des lois selon lesquelles nous vivons, c'est une autorégulation. Une autre question qui est formulée de la façon suivante. Le titre de votre conférence fait évidemment référence au livre de Popper, La société ouverte et ses ennemis. Vous citez quelques ennemis internes et externes de la démocratie. J'aurais aimé que vous souligniez l'ambiguïté du terme populisme, trop souvent utilisé par le néolibéralisme pour discréditer ceux qui le critiquent. Après tout, populisme veut dire étymologiquement qui défend le peuple. Bien sûr, j'en suis bien conscient et je m'excuse d'un certain manque de nuance dans mon propos ce soir, mais la raison en est la limitation du temps. Le populisme, parfois on dit, est la volonté du peuple quand on appelle populiste une opinion du peuple qui ne nous plaît pas. Et effectivement, on pourrait parfois dire que l'accusation est injuste. Mais je pense que si on prend les précautions nécessaires, on peut tout à fait identifier cette menace pour la démocratie que constitue le populisme. Parce que le populisme, ce n'est pas simplement faire appel à l'opinion publique ou faire en sorte que le peuple participe à des libres élections. Non, cela consiste la plupart du temps à éliminer tous les pouvoirs intermédiaires et d'avoir un leader charismatique qui s'adresse directement au peuple. Aujourd'hui à la télévision, en faisant des discours qui durent plusieurs heures de suite si nécessaire, et en pouvant à tout moment donner réponse à toute question. Dans la démocratie, on a exprès créé un système plus complexe. Il y a une Assemblée nationale, puis souvent il y a un Sénat qui est autre chose, il y a des comités de sages, il y a une constitution, il y a le Conseil constitutionnel, bref, il y a un équilibre fragile et complexe des pouvoirs qui permet d'échapper à cette manipulation de l'opinion publique qui est très facile de la part d'un individu suffisamment éloquent dans une société qui est bombardée sans cesse par des messages de toutes sortes. Donc, même si c'est un peu délicat, tout comme il ne faut pas confondre l'esprit libéral, qui est un ingrédient indispensable de la démocratie, avec l'ultralibéralisme, qui est un peu sa caricature. Il ne faut pas confondre le principe démocratique de souveraineté du peuple avec le populisme, qui est un peu sa caricature. Jean-Jacques Rousseau sostenía que las desigualdades son las causas de muchas de las reflexiones que usted nos ha expuesto. ¿Es así? Les inégalités sont une donnée fondamentale de la condition humaine.
nous ne sommes pas nés égaux, nous ne mourrons pas égaux, et cela est une tragédie si l'on veut, mais quand on essaye de rendre tous les hommes égaux, c'est une tragédie encore pire. Mais les dangers dont je parlais aujourd'hui, Jean-Jacques Rousseau, qui est un de mes auteurs préférés, pour qui j'ai une infinie admiration, mais quand même il ne les avait pas prévus. Il n'avait pas prévu qu'on allait faire la guerre au nom des droits de l'homme, par exemple, ou pour apporter la démocratie. Il n'avait pas prévu qu'on allait supprimer l'exercice d'un certain contrôle politique sur toute activité économique. Vous savez, Jean-Jacques Rousseau avait écrit un article pour l'encyclopédie. Je sais que je parle trop lentement. Non, pas du tout. Vous me regardez avec... Je vous regarde avec... Là, vous m'attribuez des pensées que je n'ai pas. Je vous écoute quasi religieusement. Je suis un tyran, d'accord. Jean-Jacques Rousseau avait écrit un article pour l'encyclopédie du XVIIIe siècle qui s'appelle « Économie politique ». Mais dans cet article, il n'y a pas un mot sur l'économie, parce qu'au XVIIIe siècle, le mot « économie » ne voulait pas dire ce que veut dire aujourd'hui le mot économie, parce qu'on pensait que l'économie, c'était toute la vie sociale. Elle incluait la religion, la politique, ce que nous appelons l'économie, les mœurs, tout cela, c'était l'économie, c'est-à-dire la structure globale d'une société. C'est un développement postérieur à Jean-Jacques Rousseau que cette séparation radicale de l'économie par rapport aux autres ingrédients de la vie sociale. Donc, avec tout le respect que je lui dois, je pense qu'il n'aurait pas dit la même chose. Une autre question, alors je la traduis. Vous n'avez pas mentionné le capitalisme comme possible menace de la démocratie. Le régime démocratique n'est-il pas incompatible avec le régime capitaliste? Tu veux le lire ou... C'est traduit automatiquement. C'est traduit, non, c'est traduit déjà. Ah. No ha mencionado el capitalismo como posible amenaza a la democracia. ¿No es incompatible el régimen démocratique con el régimen capitalista? Mais je pense que la preuve est faite que ce n'est pas incompatible, puisque les premières démocraties sont nées dans des régimes capitalistes. En fait, les deux se sont affirmés en même temps. Donc, il y a des contradictions, il y a des tensions, mais ce n'est pas le capitalisme qui empêche la démocratie. En revanche, l'ultralibéralisme, qui est une manière exacerbée de pousser certains principes inhérents au capitalisme, oui, je pense que là, il y a une véritable menace pour la democracia. Oui. Yo voy a leerla. Si la democracia no se impone, ¿cómo llegaría a establecerse? ¿Cuáles serían las vías a una democracia que no implique una imposición? Eh bien, je dirais que la meilleure façon d'imposer une démocratie, c'est d'en diffuser les idées, mais de ne pas utiliser la force pour l'instaurer. Les exemples récents le montrent. Dans les printemps arabes qui n'ont pas établi des démocraties parfaites, mais qui se réclamaient de certaines idées démocratiques, ils ont produit des résultats. Alors que les tentatives d'imposer la démocratie en Afghanistan, après avoir dépensé, je crois, 1000 milliards, je ne sais pas, un chiffre invraisemblable qu'on a du mal à comprendre, eh bien, cela n'aura rien donné. Nous savons tous que l'année prochaine, lorsque les forces de la coalition occidentale quitteront l'Afghanistan, les talibans, les marchands de pavots, les chefs de guerre reviendront et ça continuera comme avant.
on ne peut pas imposer la démocratie par les bombes, on peut en revanche l'imposer en la présentant de son bon côté, c'est-à-dire en défendant les idées d'égalité, de liberté individuelle, de dignité humaine et tout ce qui va avec, mais sans les imposer. Un autre sujet peut-être, une autre question. Que pensez-vous des conglomérats journalistiques? ¿Qué opina acerca de los conglomerados periodísticos? C'est quoi un conglomérat? Groupe de médias. Puissance, Groupe de médias. Groupe de médias oui, des groupes. qui déséquilibrent les Oui. réalismes. Ah, mais par exemple, on a eu un exemple intéressant de cela. En Grande-Bretagne, le groupe Murdoch, qui constituait un pouvoir. Mais pour moi, c'était un bel exemple de ce que la liberté de la presse n'est pas simplement une évidence, mais a quelques conséquences plus complexes, parce que la presse, c'est un pouvoir. Or, les pouvoirs doivent être limités. Le pouvoir de la presse n'est ni élu par le peuple, ni sanctifié par la loi, c'est simplement le pouvoir des détenteurs, de propriétaires de ces groupes de presse, donc par exemple le groupe Murdoch. Et au moment du scandale qui a été provoqué à cette occasion, on disait que le dirigeant de ce groupe était en fait le 24e membre du gouvernement de Tony Blair, qui était Premier ministre à l'époque, d'où je conclus qu'il y avait 23 membres dans ce gouvernement, puisqu'il n'était pas nommé, il n'était pas élu, mais son opinion comptait au moins autant que celle d'un membre du gouvernement. Donc, les conglomérats, eh bien, illustrent bien cette puissance qui, à son tour, doit être limitée. Alors, doit être limitée comment? Eh bien, je dirais que, d'abord, il faut veiller à ce que les personnalités politiques n'aient pas des intérêts personnels dans les groupes, dans les conglomérats en question. Vous me direz, c'est pourtant le contraire qui se produit habituellement. Mais néanmoins, c'est cela le principe. Donc, quand le Premier ministre italien Silvio Berlusconi était à la fois détenait le contrôle de la télévision d'État et d'autre part était le propriétaire de la télévision privée, il y avait quelque chose qui était profondément antidémocratique dans cette situation, puisqu'il pouvait affirmer sa propagande, enfin diffuser sa propagande par tous les chaînes de télévision existants. Il y a aussi la nécessité d'encourager dans une démocratie encourage la pluralité de la presse. Je ne peux pas commenter la presse péruvienne, mais si tous les journaux disent la même chose, et si en plus c'est la même chose que ce que dit le gouvernement, il y a un petit problème là. La presse joue bien son rôle comme contre-pouvoir, comme un lieu où on peut révéler, justement, jouer ce rôle critique qui est si essentiel à la vie démocratique. Mais lorsque la presse devient une simple courroie du pouvoir ou impose ses propres choix au pouvoir politique, évidemment, nous dépassons les limites de ce qui est possible, de ce qui est désirable dans une démocratie. Giorgio Asamben, en Homo Sacer, sostiene que es increíble la facilidad con la que regímenes democráticos han pasado a ser totalitarios y viceversa a lo largo del siglo XX. ¿Usted cree que hay una esencia totalitaria en la propia estructura de la democracia?
Et je crois que de mon exposé, vous pouvez déjà déduire que la réponse est non. Je ne pense pas que le totalitarisme soit la pente secrète des démocraties. Et je pense aussi que les démocraties ont tout de même beaucoup de fois bien résisté au totalitarisme, à l'avènement du totalitarisme. Après tout, en Europe occidentale, seule l'Italie et l'Allemagne sont passés à un régime totalitaire de leur propre vœu. Dans les autres cas, il s'agissait d'une guerre. L'imposition du totalitarisme en Russie était tout sauf facile, et d'ailleurs la Russie tsariste n'était vraiment pas une démocratie, un bel exemple de démocratie. En revanche, des pays comme la France, la Grande-Bretagne et puis bien d'autres, le totalitarisme ne s'est pas imposé. Il y a bien sûr le régime totalitaire et les régimes démocratiques appartiennent les uns et les autres à la modernité. Ils sont nés d'une transformation des sociétés anciennes, de l'ancien régime. Et en ce sens, on peut chercher certains points communs de leur origine. Mais à partir de là, pour moi, ce qui me frappe, c'est plutôt à quel point les démocraties ont su bien résister aux tentations totalitaires. Pour exprimer les limites de la démocratie dans cette salle, je crois qu'il y aura manifestement, sauf avis contraire de mon invité qui décide, il me semble difficile de passer en revue toutes les questions, puisqu'il y a aussi des problèmes de transport à Lima. C'est un autre problème qui fait partie de la démocratie. Donc je ne sais pas, je proposerai volontiers, mais encore une fois sous le contrôle de mon invité qui décide, de retenir peut-être 2 ou 3 questions dans des sujets différents. Les plus faciles. Les plus faciles. Alors, les plus faciles pour moi ne sont pas nécessairement les plus faciles pour vous, ce sont celles qui sont formulées en français. Je ne vais plus me lancer dans la traduction. Après l'échec de mon conglomérat, vous imaginez bien que je ne vais plus refaire cette erreur. Donc, la première question, très simple, mais très difficile. Quelle solution face à la globalisation? Voilà, c'est facile pour moi, pas pour vous. Ça ne fait rien. Oui. Oh, vous savez, je règle les problèmes du monde en un tournement. Et la création du parti politique, c'est dans 10 minutes. Voilà. Mais la globalisation, comme beaucoup de phénomènes politiques, n'est pas un mal en soi. C'est un processus qui, s'il échappe à tout contrôle, nous en subissons surtout les inconvénients, mais s'il se produit d'une certaine manière, il facilite les échanges, l'évolution, le développement finalement de tous les pays. En soi, la mise en relation des peuples les uns avec les autres, des pays les uns avec les autres, n'est pas un désastre. Mais là où c'est un désastre, c'est par exemple lorsque l'économie d'un pays se trouve laminée, détruite par l'introduction massive d'articles bon marché de l'extérieur, parce que, comme on l'a vu dans les citations que je lisais tout à l'heure, on déclare que le libre marché, la libre entreprise, ce sont des valeurs qu'il faut imposer, s'il le faut, par la force. Et je sais que même dans certains pays européens, cela s'est produit exactement de cette manière-là, où il y a eu une industrie qui était protégée. L'ouverture brutale de ces frontières a fait que cette industrie a dû fermer du jour au lendemain. Et du coup, la population, d'abord, tous les ouvriers étaient envoyés au chômage, mais en plus, ce qu'elle produisait était bon marché. Ce n'était pas de bonne qualité, mais c'était bon marché.
et que la population maintenant découvre dans les rues de la capitale, c'était comme ça en Bulgarie par exemple, au lendemain de la chute du mur, découvre dans les rues de la capitale les grandes marques mondiales, les... comment ça s'appelle, les Dolce Gabbana, moi je ne les connais pas assez. Cartier. Je ne m'habille pas assez chic. Gucci. Mais bref, tout cela. Donc c'est évident que cela peut exercer des effets tout à fait nocifs. Quelle est la solution? Je pense que si elle était facile, on l'aurait déjà trouvée. Il me semble qu'en Europe, pour parler d'une partie du monde que je connais un peu moins mal que le reste, qu'en Europe, il y a un sens de dire qu'il y ait une politique européenne qui, au sein de l'Union européenne, où il n'y a pas de limitation de droits de douane d'une partie à l'autre, que cette entité plus grande que l'Union européenne peut édicter certaines règles, ne pas se considérer comme soumise en totalité au libre-échange. Il me semble que cela est vrai de l'Amérique latine aussi, qu'il y a des pays dont l'économie est plus proche et l'échange, dans ce cas, peut être mieux équilibré, et d'autres où ce libre-échange n'a plus du tout le même sens. On pense avant tout à la Chine, ici, puisque la législation sociale, les droits sociaux, etc., ne sont pas du tout les mêmes d'un continent à l'autre. Par conséquent, une attitude plus nuancée consisterait à différencier, à introduire des distinguos, des attitudes différenciées au sein de la mondialisation. Mais dans le cas de l'Union européenne, c'est très difficile dans la mesure où l'Union européenne, c'est une belle idée, mais la réalisation ne suit pas toujours. Et au fond, il y a très peu une politique commune à cet égard, parce qu'il n'y a pas d'organe politique fort. Les pays continuent de décider un peu chacun pour lui, même si l'économie est unifiée. Donc, ce n'est pas du tout facile, mais la réponse de principe, c'est il faut qu'il y ait une globalisation modérée et un peu mise sous contrôle et non pas chaotique et sauvage. ¿Cuál es el rol de la educación en un país con una democracia incipiente como la peruana? Eh bien, c'est un rôle essentiel. Et justement, je suis venu ici, au Pérou, en fait, à l'invitation d'une institution qui est un peu un centre éducatif dont mon ami Fernando Carvalho est un représentant, qui est là pour défendre la mémoire, la tolérance et combattre l'exclusion sociale, mais en rappelant le passé récent, c'est-à-dire en faisant un travail éducatif. Et je suis venu au Pérou à leur invitation, et aussi parce que je voudrais mieux comprendre, ici comme au Chili, où j'étais la semaine dernière, de quelle manière on peut éduquer à travers la mémoire. Et il me semble que les événements récents, les dernières décennies de l'histoire péruvienne ne doivent pas être oubliés. Nous avons tous tendance à tourner vite la page. Les jeunes générations ont leurs propres soucis
il considère que ce sont des vieilleries, celles que racontent toujours les anciens, les parents, qui regrettent que le temps est passé et que maintenant ils sont vieux. Je pense que l'Allemagne a donné un très bel exemple de cette éducation. Ce pays qui, au milieu du XXe siècle, était devenu le foyer de la barbarie à visage humain, grâce à une éducation intense, à une acceptation de son rôle du mal, si je puis employer ce mot un peu moral, du mal dont elle s'était rendue coupable, eh bien, la population allemande a été véritablement transformée et inoculée, immunisée contre toute tentative antidémocratique de ce genre. Et j'espère beaucoup que la population péruvienne, qui a frôlé des véritables dangers dans son histoire récente, ne va pas les oublier, va bien s'en souvenir et va transmettre aux jeunes générations la mémoire de ce qui s'est produit pour que cela ne se répète pas. Il me reste à remercier chaleureusement Monsieur Todorov d'être parmi nous. Ça a été un grand moment pour nous tous, pour le public, pour l'Alliance française. C'est un moment chaleureux aussi, et passionnant, chaleureux. Et donc, je l'en remercie beaucoup en votre nom à tous, ainsi que Fernando Carvalho, qui est un ami de l'Alliance française et qui apporte toujours la manière brillante qu'il a d'animer les débats. Donc, à chaque fois, c'est une garantie pour celui qui anime à côté que ça va bien se passer. Donc, pour moi, c'est un grand confort. Je remercie encore Tsevan Todorov en votre nom. Merci beaucoup. Je pense que les questions-réponses étaient bien.